En fait, il est 11 heures à ma montre, alors je veux commencer à l'heure. Je suis Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur d'énergie. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'accueillir Muriel Julien et Gabriel Baudin pour présenter le rapport qu'elles ont réalisé avec David Benassia, qui s'appelle Mobilité Montréal, les coûts sociaux du transport, pour nous aider à mieux comprendre les coûts de la mobilité d'une manière générale, mais appliqués au cas de Montréal en particulier. Donc, le webinaire va se dérouler de la manière habituelle. On va avoir 30-40 minutes de présentation de Gabriel et Muriel, suivi d'une période de questions. Pour poser vos questions, vous pouvez aller dans l'icône Q et A ou Q et R en bas de votre écran, écrire votre question et nous les lirons et les poserons et Muriel et Gabriel y répondront dans la deuxième partie du webinaire. Avant de commencer, je veux faire un peu de publicité pour les deux prochains webinaires qui vont avoir lieu en juillet. Le 9 juillet, on a Claude Comtois de l'Université de Montréal qui va nous continuer à parler de transport, mais de transport maritime et notamment comment décarboner le transport maritime. Donc, c'est mardi 11 juillet de 11 heures à midi. Et le mardi 9 juillet de 11 heures à midi. Et le 11 juillet, c'est moi-même qui vais venir présenter mon livre L'équilibre énergétique, livre qui est sorti il y a l'année dernière, mais qui a reçu un prix récemment. Alors, il y a eu des gens qui m'ont dit, mais présente-le en webinaire de la chaire, chose que je n'avais pas faite. Alors, je vais présenter mon livre L'équilibre énergétique le 11 juillet, encore une fois, de 11 heures à midi, comme d'habitude. Je vous invite donc à poser vos questions et surtout à écouter attentivement Muriel et Gabriel, qui sont toutes les deux diplômées du DESS en gestion diplômées en management et gestion du développement durable de HEC Montréal. Donc, Muriel, Gabriel, je vous cède la parole. Partagez votre écran et présentez-nous le rapport. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, c'est moi qui vais commencer. Donc, pour vous donner déjà un petit peu de contexte sur ce travail, euh, voilà. Donc, c'est un projet qu'on a mené avec Gabriel, d'abord en projet de session, donc en cours d'analyse économique des enjeux environnementaux avec David Melatia. Ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, ce genre d'étude a déjà été réalisé ailleurs en Europe, ou notamment à Vancouver en 2015. Il y a aussi une étude de Québec en 2021. Et donc, on voulait actualiser d'une part, et puis aussi voir si localement les données étaient un peu concordantes. Donc, ce travail a été fait, on était très contents de nous, mais David nous a proposé de pousser plus loin, de consolider nos résultats. Et donc, pendant plusieurs mois, on a été chercher des meilleures données, on a réfléchi aux calculs, on a discuté pas mal, on a enrichi, donc pour aboutir à la version actuelle de notre travail, pour laquelle on se donnait un peu trois objectifs. D'une part, c'était d'informer les citoyens sur les impacts de leurs décisions en matière de transport. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que ça coûte réellement, leur choix de mode de transport quotidien. Ensuite, proposer aussi un outil pour élaborer des politiques de transport et d'urbanisme dans un contexte de transition environnementale. Et puis enfin, aussi encourager l'initiative d'entreprises pour la promotion des transports les plus écologiques, parce que ces choix de transport et ces coûts se reportent aussi sur les entreprises. Pour ne pas préserver le suspense trop longtemps, on va vous parler d'entrée de jeu des résultats. Et donc, gros suspense, conformément à ce qui s'est découvert ailleurs, l'automobile coûte le plus cher, quel que soit le bout de la lorgnette par laquelle on prend les choses. Donc là, sur l'infographie que vous voyez, que vous avez peut-être vu circuler, on a présenté ça par coût total annuel par personne ou au global pour la société, en coût social par dollar en coût privé ou en coût par kilomètre personne. Donc, je vais commencer par le global. Au global, vous voyez qu'il y a des coûts qui passent sous le zéro, notamment pour le vélo, la marche et le transport collectif. Ces coûts négatifs, Gabriel va vous en parler. Donc, ils se soustraient aux coûts positifs. Mais donc, l'auto est tourné à 15 250 dollars environ par personne et par an, qui prend l'automobile pour aller au travail ou sur son lieu d'études. On est à 7 450 pour les transports collectifs, 2 400 pour le vélo et 2 050 pour la marche.
Donc ça représente des coûts énormes à l'échelle de la société parce qu'on se rend compte que c'est voilà, c'est 9 milliards, plus de 9 milliards de dollars que coûte l'automobile pour le transit quotidien à la société, alors que c'est seulement 3,8 milliards pour le transport collectif et qu'on tombe sur quelques millions pour le vélo et la marche. Donc on pourrait dire oui, mais les automobilistes, ils font beaucoup plus de trajets, ils vont beaucoup plus loin, donc c'est normal que ça coûte plus cher. Et ben en fait, pas vraiment. Si on regarde le coût par kilomètre personne, l'automobiliste reste bien plus cher que les transports collectifs. Donc, pour transporter une personne sur 1 kilomètre, ça coûte 2,48 dollars en auto, alors que ça coûte que 1,55 en transport collectif et 0,93 en vélo. Les petits kilomètres que vous voyez à côté, c'est que en moyenne, les trajets à Montréal, sur l'île de Montréal, font 12 kilomètres pour l'auto, 9 pour le transport collectif, 5 pour le vélo. Et donc la marche coûte cher. Gabriel vous expliquera pourquoi, mais c'est des trajets de 1 kilomètre en moyenne. Donc au final, ça fait très peu d'argent pour la société. Et enfin, si on fait le coût social par dollar en coût privé, en fait, pour 1 dollar que met l'utilisateur dans son mode de transport, donc ça va être l'achat de la voiture, l'essence, ça va être le ticket de métro, ça va être l'équipement vélo ou les réparations, ça va être les contraventions aussi de circulation ou le temps aussi passé dans son véhicule. Le temps, c'est de l'argent, y compris pour des piétons, des cyclistes, enfin, pour tout le monde. Donc pour chaque dollar privé, on voit ce que la société doit débourser. Et donc pour 1 dollar que l'automobiliste met dans son moyen de transport quotidien, la société, dans son ensemble, en met 1,55. Pour le transport collectif, pour chaque dollar investi par l'utilisateur, c'est 0,49 qui sont complétés par la société. Et pour le vélo et pour la marche, on arrive à des coûts négatifs parce qu'en fait, pareil, Gabriel détaillera la méthodologie, mais les bénéfices santé sont tels que ça compense largement l'argent qui est sorti par les pouvoirs publics pour ces modes de transport-là. Donc voilà pour les résultats au global. Pour comprendre comment on est arrivé à ces calculs de coûts, je vais laisser Gabriel détailler un peu la méthodologie. Enfin, quand je dis un peu, c'est beaucoup. Ça devrait répondre à pas mal de questions que vous posez sur comment on peut arriver à des chiffres pareils ici à Montréal. OK. Alors, je vais y aller. Je vais aller le plus détaillé que je pouvais sans trop aller en trop détail, mais je vais commencer par les coûts privés, là, tout par rapport à l'achat et l'utilisation d'une automobile, les coûts aussi privés en transport en commun et par rapport à la mobilité active. Après, je vais faire un peu de détails, là, survoler les coûts publics là, d'investissement en transport en commun et un scénario là, de la ville de Montréal. Et je vais finir par les coûts externes là, dans toutes les catégories là, pour voir comment on a calculé le tout. Et aussi, je veux aussi vous partager que comment on a partagé les différents coûts là, selon les modes de transport. Fait que, par exemple, si on avait la construction de nouvelles rues, comment on partageait ces coûts-là? Mais on partageait principalement en premier par le pourcentage de surface d'utilisation des différents modes de transport. Et pour chaque mode de transport, comme par rapport à l'auto, ben, on soustrayait le pourcentage des camions, là, qui est en fait tout véhicule qui est plus gros qu'un VUS, là. C'est à peu près 2,6% des autos en circulation sur l'île de Montréal. Ceux-là, on les a retirés pour les enlever de l'équation. Et aussi, on a pris en compte seulement les autos qui étaient originaires de l'île, là. Fait que toutes les autos qui venaient de l'extérieur de l'île de Montréal, là, qui est à peu près une quarantaine de pourcentage, ben, ont été retirés de l'équation. Fait que c'est vraiment seulement les utilisateurs sur l'île de Montréal. La même chose pour le transport en commun. Là, on a pris en compte le motif travail-études et des déplacements originaires de l'île. Et pour le vélo, on a pris le pourcentage là, de 68% là, qui est les utilisateurs du vélo là, de façon utilitaire, là, qui l'utilisent pour aller travailler ou pour aller à l'école. Alors, je vais commencer par l'automobile. Alors, c'est à peu près des coûts privés là, allant jusqu'à 6 000 par année là, qui inclut l'achat du véhicule, qui comprend les paiements du véhicule, le coût du stationnement, les primes d'assurance externe et d'autres dépenses. Ça inclut aussi l'utilisation, qui est un coût par kilomètre de l'usure des pneus, la dépréciation kilométrique et l'entretien. Bien sûr, le carburant et la taxe carbone, là, qui équivaut à peu près 15% et 1% pour la taxe carbone, euh, qui dépend bien sûr de la vitesse et du kilométrage. Et un des plus importants, c'est le temps qui va revenir aussi avec les autres modes de transport.
comment on a décidé de calculer le temps? Ben, il y a plusieurs études là, qui mettent là-dedans, là, comme toute personne son temps va valoir d'une façon différente, mais on a décidé de prendre le salaire médian qui est de l'île de Montréal, là, qui est à peu près à 28 de l'heure en 2023, et la volonté à payer. La volonté à payer, on a décidé de prendre 50%. Certaines études peuvent varier entre 30 et 80, là, dépendant du type de travailleur, mais on a 7 euros pour 50%, et de 250 jours par année là, de travail. Et aussi, le temps, bien sûr, va dépendre du temps de déplacement. Du côté du transport en commun, ben, la plupart du coût privé, ben, c'est le temps du déplacement. Ici, on pourrait considérer, on a été égal avec tous les modes de transport, puis on a pris le même calcul pour le temps, mais on pourrait dire que dans le transport en commun, tu peux faire autre chose que perdre ton temps. Mais on a décidé de quand même être égal pour tous les autres modes de transport et bien sûr aussi l'achat des titres là, pour le transport en commun. Par la suite, pour la mobilité active, ben, ça inclut bien sûr encore le temps, les accidents, là, fait que la contribution d'assurance là, quand il y a un accident pour les vélos et les piétons, et aussi certaines contraventions. Et pour le vélo, bien l'achat du vélo chaque année. Après, pour les coûts publics, bien sûr, pour le transport collectif, là, je pense que vous avez déjà vu, ou certains d'entre vous, le budget de la RTM qui équivaut à peu près à 2,9 milliards de dollars par année, qui provient principalement de revenus des usagers à 26% et aussi des municipalités et du gouvernement du Québec. Un certain pourcentage aussi vient des automobilistes là, par rapport à la taxe sur l'immatriculation et la taxe sur l'essence. Nous, on a pris en compte seulement la partie allant à la STM sur l'île de Montréal et aussi la partie des trains de banlieue là, de EXO ou à 1,5 %. Puis la STM, il y a à peu près 65% du budget de la RTM qui s'en va à la STM. On n'a pas pris en compte la dette là, de la STM là, parce que, ben, en fait, du déficit annuel là, de la STM, là, même si on le prenait en compte, là, le 280 millions de dollars, ben, ça faisait augmenter un peu le coût du transport en commun, mais pas de façon pas trop. Fait qu'on a décidé de garder ça comme ça. C'est toujours de toute façon moins cher que l'automobile. Par la suite, dans le coût public, euh, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait avec la Ville de Montréal, parce que la Ville de Montréal, ils ont quand même un gros budget, là, fait que c'était quand même compliqué de le décortiquer. Mais on a pris en compte là, les deux parties, là, la partie opérationnelle, là, que l'argent qui est mis chaque année pour les opérations du réseau routier, aussi le déneigement et le transport en commun, qui est en fait pris en compte dans euh, la, la diapo précédente. On prend aussi en compte une partie là, du coût des administrations. Et aussi, la deuxième partie, ben, ça va être du côté des investissements, qui va être payé comptant d'une partie et aussi payé pour la dette. Du côté des investissements, là, c'est à peu près 27% là, qui est dédié à l'infrastructure routière. Puis ça, c'est pas directement le taux. Là. On est allé chaque case budgétaire, là, chaque projet a été distribué selon le pourcentage d'utilisation de ce projet-là dans chaque mode de transport. Puis les investissements, là, ça, c'est le plan pour sur 10 ans, là, bien sûr. Ben, à peu près 45% là, est payé comptant chaque année et là, il y a un autre pourcentage là, qui est payé pour la dette et selon l'emprunt de la Ville de Montréal. Si on prend en compte tous ces coûts-là de la Ville de Montréal, mais aussi toutes les villes liées sur l'île, en fait, toutes les villes de l'agglomération, on obtient à peu près 1,6 milliard de dollars là, investis pour le transport, pour le réseau routier, dont 65% là, qui est attribué à l'automobile, 30% au transport en commun et 2% pour la mobilité active, respectivement. Et si on prend en compte après les paliers supérieurs du gouvernement, là, du gouvernement provincial et fédéral, on obtient à peu près 3,5 milliards. Là, puis l'automobile baisse un peu parce qu'il y a beaucoup d'investissements du gouvernement provincial dans le transport collectif. Et ouais, c'est ça. Fait que, si vous avez d'autres questions là aussi, n'hésitez pas à en mettre si c'est pas clair, qu'est-ce que je dis, vous pouvez, n'hésitez pas de mettre des questions dans le Q&A. Après, ça, c'est tous les coûts publics.
Par la suite, là, on est allé dans les coûts un peu plus cachés, là. Fait qu'on a commencé par, bien sûr, les GES. Fait que comment on peut calculer les GES? Ben, ça dépend de la consommation, là. Ça vient de la consommation d'essence, là, d'un automobile, la combustion d'essence. Et on a pris, en fait, la mise à jour là, faite par le gouvernement canadien là, pour les estimations du coût des GES, là, qui vont comprendre, en fait, toutes les répercussions des changements climatiques, incluant les changements, production agricole nette, les effets néfastes sur la santé, les dommages matériels dus à l'augmentation des risques d'inondation, la perturbation des systèmes énergétiques et la valeur des services écosystémiques. Fait que cette valeur-là là, augmente, pour la combustion d'essence là, équivaut à peu près à 473 la tonne équivalente de CO2, qui est vraiment plus haute là, que le 53 là, la tonne là, qu'on paye en taxe carbone. Alors, puis ici, là, à peu près 2% seulement là, est attribué aux polluants atmosphériques là, qui sont affichés ici à l'écran. Fait que la plupart des coûts là, viennent des GES directement. Par la suite, la congestion. Fait que la congestion, là, nous, on a à peu près estimé la congestion à 1,3 milliard de dollars par année. Euh, Là, certains vont se dire, ah, ben là, la CMM avait fait une petite étude là, il y a quelques années là, qui estimait à 4,2 milliards de dollars le coût de la congestion dans la CMM. Mais ça, c'est la CMM au complet, là. Si on prend seulement Montréal, là, c'est moindre. Puis aussi, c'était des projections de 2008. Nous, on a fait un peu plus précisément par rapport à le temps perdu dans la congestion, les GES supplémentaires et aussi l'utilisation supplémentaire. Puis c'est vraiment avec tous les trajets là, de l'origine-destination qu'on a calculé ça. Puis c'est seulement pour les trajets domicile-travail ou domicile-études. Puis on a pris, en fait, le temps supplémentaire là, a été calculé là, avec les trajets sur Google Maps, là. Et je trouvais ça intéressant de regarder comment le temps dans la congestion peut être varié là, selon la densité d'automobiles sur la route. Fait que là, ici, là, j'ai fait j'ai mis ça en graphique, là, fait qu'on voit en fait toutes les villes et arrondissements là, suivent à peu près la même tendance. Il y a quelques villes supplémentaires, là, plus dans l'est de Montréal, là, qui vont avoir des temps anormaux, là. C'est principalement causé par les travaux récents là, dans le tunnel de La Fontaine. Fait que c'est quand même intéressant de voir que il y a un certain temps, une certaine densité d'automobiles là, qui causerait aucune congestion. Mais bon, c'est juste un modèle très simple. Par la suite, on prend aussi en compte les accidents. Alors, ça, c'est les accidents là, par la répartition des degrés de gravité des accidents là, donnés par la SAC. La SAC, ouais, de 2022. Alors, il y a deux types d'accidents, là. Fait que là, il y a le coût par rapport à les indemnités là, qui sont données par la SAQ. Puis, ça, c'est du côté interne, là. Fait que c'est qu'est-ce que la personne va être indemnisée en cas de collision. Et aussi, après, ça équivaut à peu près là, à maximum à peu près 500 000 là, lors d'un mort ou quand c'est grave ou léger. Mais aussi, ça, c'est pas le vrai coût du capital humain. Fait que le vrai coût du capital humain, là, qui est à peu près de 3 millions de dollars là, à chaque fois qu'un mort se produit. Si ça, c'est relié là, à la perte de production et de capital là, lorsque une personne décède. Mais il faut prendre en compte que aussi, plusieurs études là, mettent en avant que à peu près 95% des coûts reliés aux accidents du vélo et de la marche devraient être attribués à l'automobile. C'est ça qu'on a fait. Alors, parce que principalement, les collisions vont être créées par les automobiles. Euh, par, euh, Par la suite, on a pris en compte l'emprise spatiale. Fait que l'emprise spatiale, là, c'est vraiment le coût du terrain, là. Fait que quand on construit une route, la route aurait pu être utilisée pour autre chose que la circulation. Et c'est sûr que des fois, on en a besoin. Mais on prend, en fait, on calcule le coût de la location par rapport au coût foncier d'un terrain. Fait qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, là, ça équivaut à peu près à 1,5 milliard de dollars en coût total de chaque année de location du terrain. La location, en fait, ça vient en fait par rapport au coût foncier du terrain, euh, amorti là, sur une période de 25 ans.
Euh, Puis on voit là, que l'automobile là, prend la majorité, ben, à 83 le coût total de l'emprise spatiale. Puis on voit que ça dépend vraiment là, de où tu habites sur l'île. Bien sûr, les quartiers centraux là, où le prix du terrain est très élevé, bien sûr, ça va coûter cher. Mais il faut prendre en compte que dans certaines villes comme qui coûtent vraiment pas cher en coût de location, mais il y a peu de personnes. Là. Fait que euh, si on regarde par personne, là, on voit qu'il y a certaines régions là, qui en fait ça coûte que cher par personne. Puis oui aussi, là, juste vous dire qu'est-ce que j'ai inclus dans chaque catégorie. Ben, bien sûr, pour l'automobile, ben, toutes les routes et les stationnements extérieurs. Pour les bus, on a pris en compte toutes les routes utilisées par les lignes de bus, qui incluent en même temps les routes de voies réservées. Pour les pistes cyclables, ben, c'est toutes les pistes cyclables euh, sur rue et aussi hors rue. Pour la marche, il faut prendre en compte que les trottoirs n'ont pas été attribués seulement à la marche, puisque les autres modes de transport vont utiliser les trottoirs pour se déplacer. Alors, les trottoirs sont partagés là, par les autres modes de transport par rapport à leur utilisation. Finalement, les bénéfices santé euh, vont, ont été calculés là, avec l'outil I de l'OMS, là, de l'Organisation mondiale de la santé, qui prend en compte en fait plein de facteurs là, différents. Là. Mais nous, on a inclus le taux de mortalité là, en 2022 au Québec pour les 20 à 65 ans, qui est à peu près 204 morts par 100 000 habitants. Puis, en incluant ça dans leur modèle, là, on peut estimer pour la marche et le vélo le nombre de morts évités là, par 10 000 habitants pour chaque kilomètre que ces personnes-là vont faire chaque jour. Fait que pour la marche, c'est à peu près 1,1 morts évités. Puis pour le vélo, c'est 0,6 morts. Fait que la marche, il y a plus d'énergie là, qui est utilisée pour la marche. Là, fait qu'il y a plus de morts évitées. Par la suite, chaque mort ben, vaut de l'argent, là, puis c'est le même montant là, qui est attribué aussi qu'on a utilisé pour les accidents, là, le coût de la vie humaine. Pour le transport en commun aussi, on a considéré qu'une personne va marcher vers son arrêt d'autobus ou son métro, là, puis on a pu estimer que c'est à peu près 1,6 km par jour que la personne va marcher. Alors, dans le transport en commun aussi, il y a des bénéfices pour la santé. Alors ici, là, ça se résume là, à peu près à des économies pour la marche de 125 millions de dollars par année. Pour le vélo, c'est 88 millions par année, désolé. Et pour les utilisateurs de transport en commun, c'est à peu près 273 millions de dollars par année. Il y a une étude aussi qui est sortie récemment là, de l'Institut Pasteur là, qui équivalent le vélo à peu près 1 euro d'économie par année. Là. Puis c'est à peu près ça, nous, là, c'est un peu moins. Fait que même nous, on sous-estime un peu peut-être les bénéfices santé, là, fait que ça pourrait être encore plus que ça. Alors, j'espère que c'était clair, ma méthodologie. Là. Si vous avez des questions supplémentaires, là, vous pouvez le mettre dans le sort de chat. Je vais aussi vous parler un peu des résultats là, par rapport à la disparité régionale, parce que les résultats de la première diapositive là, qu'on a montré, là, c'était vraiment pour l'agglomération de Montréal au complet. Là, fait que c'est une moyenne euh, dépendant, une moyenne pondérée là, sur toutes les villes et les arrondissements. Fait qu'on peut comparer l'automobile et le transport collectif. Là, fait qu'on voit que, bien sûr, c'est beaucoup à cause de l'emprise spatiale là, que ça va dépendre. Ça va être plus cher, bien sûr, au centre-ville où c'est plus dense. Et ça va être moins cher aussi dans l'ouest de la ville là, à cause de peu de routes et d'utilisation. Mais pour le transport collectif, c'est quand même euh, moyenné là, quand même bien. Là. Ici, là, c'est plus au centre-ville, ça va coûter plus cher parce qu'il y a plus de routes utilisées et donc plus de coûts par rapport à l'emprise spatiale. Mais on voit aussi, là, j'ai mis un petit cercle ici là, qu'on voit comme la distribution du coût social versus le coût privé. Là. Puis on voit que l'automobile, là, c'est toujours le coût social est toujours plus élevé que le coût privé. Là. Alors, tous les habitants là, et habitantes de l'île là, vont payer moins cher pour ce qui est donné en coût social. Pour le transport en commun, ben, c'est le contraire, là, principalement le coût privé. Le monde va payer plus cher que ce qui est investi pour eux. Si on compare les deux, là, fait que j'ai pu voir combien coûte
plus cher l'automobile versus le transport en collectif. Puis on voit que c'est bien sûr au centre-ville là, que ça coûte encore plus cher l'automobile, l'utilisation que le transport collectif. Mais c'est toujours plus que un. Là. Fait que l'automobile est toujours plus cher, peu importe où tu es sur l'île de Montréal, que le transport collectif. Pour la mobilité active, eh bien, pour le vélo, il y a certaines régions à Montréal là, que ça coûte quand même cher là, faire du vélo, mais c'est seulement à cause du peu d'utilisateurs. Fait qu'il y a il y a quelques infrastructures, mais l'utilisation est très, très moindre. Fait que ce coût-là peut être vraiment réduit très rapidement là, avec l'ajout d'opportunités là, et de choix d'utilisation pour la marche, là, c'est à peu près uniforme. Là, ça dépend des quartiers, là, mais c'est surtout relié au coût des terrains par rapport à ça. Je crois que Muriel, tu peux continuer pour la suite. Oui, merci Gabriel. Donc maintenant qu'on a calculé tout ça, qu'on a expliqué la méthodologie, on peut se dire, mais c'est bien beau, et qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres? Donc nous, ce qu'on a voulu faire, ce qui n'avait pas forcément été fait dans d'autres études, c'est dire, OK, on a calculé les coûts, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ah, tu veux que je partage moi-même mon écran, Gabriel? Merci. Et donc, on a voulu voir sur ces trajets-là, est-ce qu'il y a des trajets qui sont faits en automobile qui, en fait, pourraient être faits autrement, sans que les utilisateurs y perdent? Et donc, ce qu'on a voulu calculer, ce qu'on a voulu voir, c'est le potentiel du report modal. On l'a tous vu il y a quelques semaines, Équiterre a publié un rapport en disant que c'était 25% des trajets automobiles pourraient être faits en vélo à assistance électrique. C'est un peu la même démarche qu'on a eue, c'était voir quel trajet pouvait être fait en autre mode. Donc, nous, nos données, ce qu'on a décidé de faire, c'est de voir. Donc, on a commencé en fait par le trajet de 10 km, disant, OK, les gens qui font le trajet de 10 km aller simple en voiture, si ils choisissaient un autre mode de transport, donc marche, vélo ou transport collectif, sans perdre plus de 5 minutes sur le temps de trajet, euh, qu'est-ce que ça ferait économiser collectivement ça comme choix? Donc, si tous les gens qui font 10 km en voiture alors qu'ils pourraient faire autrement sans perdre plus de 5 minutes, changer de mode de transport, on économiserait à l'échelle de la société 1,7 milliard de dollars. Je vois venir les questions qui disent oui, mais 10 km à vélo, c'est beaucoup trop. Donc, on a fait ça pour 7 et 5 km. Donc là, on a mis le détail pour le trajet de 7 km. Donc, en moyenne, en coût privé, les personnes qui choisiraient d'abandonner l'automobile pour aller au travail sur un trajet de 7 km pour le vélo ou le transport collectif économiseraient en moyenne 3 850 dollars. Et socialement, nous, collectivement, on économiserait 9 900 dollars. Ça représenterait quand même des économies de 1,2 milliard de dollars, ce qui inclut à la fois les coûts privés, les bénéfices santé, moins 15% d'émissions de GES, moins 37% sur les accidents et moins 42% dans la congestion. Donc c'est absolument énorme. Et si on dit oui, mais 7 km, ça reste quand même beaucoup, eh ben, essayons sur 5 km. Et sur 5 km, toujours en ne perdant pas plus de 5 minutes, eh ben, on arrive à des économies globales de 840 millions de dollars avec moins 10% d'émissions de GES, moins 29% sur les accidents et moins 31% sur la congestion. Donc, ce que ça montre, cette infographie-là, en fait, c'est que beaucoup de gens ont le choix. C'est-à-dire que souvent, on nous dit, oui, mais l'automobiliste, il n'a pas le choix, il faut qu'il prenne son auto, il ne peut pas faire autrement. Ben, en fait, si aussi pauvres que soient les transports collectifs dans certains coins, ou les infrastructures cyclables, en fait, il y a un choix. Et donc, notre idée à nous, c'est que ce choix, il faudrait l'encourager. Et à la fois, ce qu'on veut avec nos chiffres, c'est à la fois montrer que aux automobilistes, aux personnes qui choisissent individuellement, que ben, elles ont un choix et qu'il serait rentable pour eux, mais aussi au pouvoir public, que ben, si vous voulez bien gérer l'argent public, mettez l'argent là où c'est le mieux de le mettre. Et donc, le mieux de le mettre, c'est pas dans l'auto solo, parce qu'on a énormément de gens qui ont le choix et il suffirait pas grand-chose pour qu'ils basculent et ça ferait faire des économies collectivement. Je vais revenir un petit peu sur ce que disait Gabriel sur les disparités territoriales. Donc, on a fait les calculs un peu de comparaison de coûts de trajet pour différents quartiers. Donc, Gabriel, si tu me passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, on a choisi trois villes ou arrondissements un peu typiques ou représentatives et très différents les trois. Donc, on commençait par Rosemont-à-Petite-Patrie, qui est un arrondissement central,
où beaucoup de gens se déplacent à vélo parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures cyclables. Et on a pris dans les données de l'enquête originalisation un certain nombre de personnes avec des trajets de taille similaire. Donc, ce n'est pas des données individuelles. Là, Catherine en voiture, elle n'existe pas vraiment. Roger en transport, il n'existe pas vraiment. Mais, mais il pourrait exister. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens qui ont des trajets de ce type-là pour exister. Donc, Catherine et ses 4 km aller simple pour aller au travail. Elle met 14 minutes, il n'y a pas de congestion. Elle rajoute 8 minutes dans la congestion. Ça lui coûte 3 800 $ par an. Publiquement, ça nous coûte 2 800 $ de budget public et en coût externe, 5 850. Son voisin, Roger, lui, il a 1 km de plus qui fait en transport collectif. Ça lui met 30 minutes, donc il met un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Ça lui coûte un peu plus cher à lui de faire ce choix du transport collectif, 4 100 $. Par contre, en coût public, ça coûte moins. Ça nous coûte moins dans nos budgets publics, 2 500 $ seulement. Et en fait, en coût externe, ça descend à seulement 35 $. Donc globalement, même si Roger met un peu plus de temps et qu'il met plus d'argent, il fait économiser à la société en faisant ce choix-là. Samira, de son côté, elle a un trajet un tout petit peu plus court, mais on n'est pas à 500 mètres près. Elle met seulement 15 minutes, donc elle va plus vite que tout le monde. Et ça lui coûte que 2 150 $ à elle. En public, ça coûte une poignée 800 $. Et elle fait économiser en coût externe à la société. Donc ça, c'est pour Rosemont à Petite Patrie. Si on passe à notre exemple suivant, qui est à Antique-Cartierville, où il y a eu des grands débats sur l'installation de pistes cyclables récemment, et ben voilà, on retrouve des portraits un peu similaires avec un automobiliste qui met quand même pas mal de temps pour faire 4 km, qui coûte extrêmement cher à la fois à ses propres finances et aux finances collectives. Une utilisatrice des transports collectifs qui va mettre un peu plus de temps, mais pour le coup, ça va lui coûter le même prix que son voisin, mais par contre, collectivement, ça nous coûte beaucoup moins. Et puis le cycliste, toujours, qui en fait met le moins de temps. Alors, il a un trajet un peu plus court, mettons qu'il mettrait un temps similaire s'il faisait les 4 km plutôt que 3, et qui coûte très peu d'argent. Et enfin, on a pris un exemple vraiment très excentré, qui est Pointe-Claire, parce que les gens disent oui, mais les gens qui habitent loin, donc mettons à Pointe-Claire, ils n'ont pas le choix et c'est forcément l'automobile. Et ben on se rend compte qu'en fait non, même dans ces coins-là, il y a des gens qui travaillent pas loin. Encore une fois, ces gens-là n'existent pas individuellement, mais ils représentent une catégorie de population qui existe. Donc il y a des gens à Pointe-Claire qui font 4 km en voiture pour aller travailler. Et donc ça leur prend 11 minutes pour y aller. Et ça coûte super cher à tout le monde. À côté de ça, il y a des gens qui font le même trajet en transport collectif. Ils mettent un petit peu plus de temps, mais ils nous coûtent moins cher collectivement. Et pareil à vélo, ils sont pas nombreux ces gens-là, ils sont 12. Si je me souviens pas, Gabriel confirmera à Pointe-Claire, la part modale cycliste est très basse, mais sur un trajet de même distance, on est plus vite et on est beaucoup moins cher. J'attirerai juste votre attention sur la dernière colonne pour le cycliste, qui est, contrairement à ailleurs, positive dans les coûts externes. Et donc, c'est lié au fait de la très faible part modale cycliste à Pointe-Claire, alors qu'ils ont une très belle piste cyclable. Donc, en gros, ils sont 12 à se partager la piste cyclable. Donc, forcément, en termes d'emprise spatiale, ça coûte cher. Mais il suffirait que déjà, s'ils doublaient leur nombre, le coût baisserait mécaniquement. Donc ça reste peu cher, étonnamment positif, mais en fait, il suffirait de pas beaucoup pour que ça passe en négatif comme les autres coins de Montréal. Donc en fait, on voit que quelle que soit la disparité géographique, le constat global reste le même, c'est-à-dire que l'automobile coûte extrêmement cher à tout le monde sur des trajets similaires sans être plus rapide. Donc la question c'est, mais pourquoi dans ce cas-là les gens prennent pas le vélo ou le transport collectif? Et comment on fait pour qu'ils aillent prendre le vélo ou les transports collectifs? Donc on arrive à la question de quelle solution? Ce qui détermine le choix modal, donc le choix du mode de transport quotidien que les gens prennent, il y a beaucoup de facteurs qui s'entremêlent. Il y a ce qu'on appelle les caractéristiques objectives des modes. C'est en fait, est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est plus cher, moins cher? Ce qui serait, voilà, donc ce qu'on a fait avec par exemple, le calcul du coût, dire l'automobile c'est cher, le vélo c'est pas cher, ce serait une caractéristique objective de ces modes de transport-là. L'environnement, donc c'est les aménagements. Est-ce qu'il fait très chaud et donc j'ai pas envie de pédaler? Est-ce que j'ai une voie protégée ou pas? Psychosociologie et représentation, c'est l'image qu'on se fait. Il y a des endroits du monde où le vélo, c'est considéré comme un truc de pauvre.
Et donc, j'ai pas envie d'être vu en vélo, je vais être en voiture pour montrer mon statut social. Il y a d'autres endroits, on va dire, être en auto, c'est vraiment un truc de gens attardés. Moi, je veux pas être le vieux con dans sa voiture. Je veux montrer que je suis jeune et actif, je vais y aller en vélo. Donc, c'est ça la représentation des modes de transport. Le mode de vie, c'est les choix qu'on fait qui vont avoir une influence. C'est-à-dire que si on choisit de s'installer en banlieue, là où il n'y a pas de bus, pas de piste cyclable, bah, notre mode de vie a une influence. On n'a plus le choix, là, on va prendre l'auto. Les caractéristiques individuelles, c'est si je suis en fauteuil roulant et que les bus sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, bah, j'ai pas le choix. Je vais prendre un autre mode de transport, soit un tricycle, soit mon fauteuil en roulant, soit mon auto aménagée spécialement pour moi. Et enfin, les politiques publiques, ça va être tout ce qui est politique fiscale, mais ça va aussi rejoindre les politiques d'aménagement et ce genre de choses. Et donc, ces six déterminants-là sont très finement interreliés. Et donc, la question, c'est sur lesquels peut-on jouer pour faire basculer vers un mode de transport durable les gens qu'on considère ayant un choix. Donc, nous, ce qu'on a vu, quand on voit les études existantes ou les expériences existantes à travers le monde, ce qu'il faut, c'est vraiment offrir le choix. C'est-à-dire que les gens sentent qu'ils n'ont pas le choix, il faut leur offrir le choix. Donc, ça passe déjà par une offre publique de transport collectif fiable, avec des vrais réseaux, une vraie fiabilité. On le voit là dans les infographies qu'on montrait sur les différents quartiers. Transport collectif était plutôt moins rapide. Mais une des raisons, c'est qu'il n'y en a pas assez, en fait. Euh, et que, et que là-dessus, comme sur le reste, il faut, si on veut pouvoir économiser à long terme et rejoindre nos objectifs climatiques, il faut investir sur le transport collectif pour offrir un vrai service à tout le monde, pour offrir le choix. C'est-à-dire que l'automobile, à l'heure actuelle, pour beaucoup de gens, c'est pas la liberté, c'est au contraire être emprisonné. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas leur auto pour être libres, ils prennent leur auto parce qu'ils n'ont pas le choix et ils sont emprisonnés là-dedans. Donc, offrir le choix déjà, ça permettra que les gens, bah, s'ils voient qu'ils peuvent faire des économies, bah, ils le feront. Euh, Aussi, baisser les tarifs, ou en tout cas avoir des tarifs sociaux, pour que, à titre individuel, même les gens qui se contrefoutent de ce que ça coûte à la collectivité, qui de façon individuelle euh, veulent juste voir dans leur portefeuille qu'est-ce que ça coûte, s'ils voient à l'heure actuelle que le transport collectif leur est plus cher, bah, ils vont dire bah non, moi je prends le moins cher pour moi, c'est l'automobile. Donc, rééquilibrer, c'est aussi ça. Ensuite, pour la mobilité active, c'est avoir des aménagements de mobilité active sécuritaires et efficaces. L'un des gros freins à emprunter le vélo, c'est pas la faiblesse physique. Parce qu'en fait, la plupart des gens peuvent pédaler. Les pays qui ont une forte politique cyclable, en fait, les personnes âgées sont celles qui pédalent le plus, euh, contrairement à ce qu'on croit habituellement. Mais ce qui manque pour que les gens pédalent, c'est des pistes protégées. On l'a vu avec la création du REF Saint-Denis, on crée la piste, les gens viennent. Et c'est ce qui restreint beaucoup de gens à faire du vélo à Montréal, c'est la peur de se faire écrabouiller par une voiture, en fait. Donc, s'il y a des aménagements protégés, les gens pédaleront. Et puis enfin, des incitatifs, qu'ils soient publics ou privés, donc privés, j'entends par les entreprises, envers la mobilité durable, et puis arrêter les incitatifs à l'autosolo. Donc les stationnements, ben, pourquoi les stationnements sont gratuits pour les automobilistes? Il n'y a pas de stationnement sécurisé pour les cyclistes, par exemple. Donc rééquilibrer ça, supprimer les stationnements automobiles ou les faire payer un juste prix et mettre en place des vrais aménagements pour sécuriser les vélos à destination. Pour le VAE, Équiterre et la Chère Mobilité montraient que le principal frein à l'adoption du VAE, c'est pas la peur des accidents, c'est la peur de se faire voler le VAE. Donc ça, ben, des attaches sécurisées, déjà, on lève ce frein-là. Dans les incitatifs publics, les services de location longue durée. Donc en France, par exemple, il y a le service Véligo en région parisienne qui loue pour 3 ou 6 mois des VAE ou des VAE cargo pour que les gens changent leur habitude, en fait. La force des habitudes est très forte et donc il faut un déclencheur pour que les gens, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, et après les gens ne reviennent pas en arrière. Mais il faut leur donner ce coup de pouce pour ce déclencheur-là. Et puis avoir des aides ciblées, ça peut être sur l'achat de vélo, sur l'entretien, et puis arrêter les aides à l'automobile. Et puis pour les entreprises, c'est avoir des équipements à destination, douche, casier fermé, etc. Et puis les indemnités kilométriques, c'est-à-dire que les gens qui utilisent leur auto pour faire un déplacement professionnel, on leur rembourse les kilomètres parcourus avec l'auto, avec la dépréciation, etc. Et puis les gens qui font un vélo, on dit bah non, ça te coûte rien un vélo, je vais pas te donner d'argent. Bah, l'entreprise pourrait dire bah si, la personne qui fait un vélo, je vais lui donner la même somme que la personne qui a fait en voiture. Bah, les gens ils vont se dire ouais, en fait je vais gagner de l'argent si je me déplace à vélo plutôt que de le faire en voiture. Donc tout ce genre de choses sont des petits incitatifs qui ont, euh, qui ont une importance pour favoriser le choix modal. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi, globalement ce qu'on voit, c'est que les automobilistes ne payent pas assez
Gabriel, tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Ne payent pas assez, en fait, ne payent pas leur juste part de dépenses pour leur mode de transport. Et donc, il faudrait tout simplement rééquilibrer la charge du coût social de l'automobile. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Gabriel expliquait, les indemnités de la SAAQ ne couvrent pas la vraie valeur des accidents. Et pourtant, la SAAQ va reverser des excédents aux automobilistes. Et on peut se dire, bah, est-ce que c'est vraiment normal, ça? Est-ce que ces excédents-là, ils ne pourraient pas plutôt être utilisés à financer la vision zéro? Donc, pour avoir des Attends, espaces. je crois que tu vois pas le Non, share comme je dis bugué. que j'allais continuer à parler, que ça arriverait bien. Ouais. Attends, quand je stop, Donc, je vais revenir. ça marche. Donc Désolée. voilà, donc rien que ça, on peut se dire que c'est une anomalie. Alors qu'on sait que les automobilistes ne payent pas la vraie valeur des accidents causés par le mode de transport, on leur reverse l'argent qu'on considère qu'on ne savait pas quoi l'utiliser. Il y a eu des études aussi sur la tarification des espaces de stationnement sur rue. C'est-à-dire que ce que payent les automobilistes qui veulent stationner sur rue n'est qu'une infime part de ce que ça nous coûte collectivement d'entretenir ces espaces-là qui sont de facto privatisés. Donc, réévaluer le stationnement sur rue, ça permettrait de décourager pas mal d'automobilistes d'avoir une auto qui ne sert pas la plupart du temps. Et puis, de façon plus générale, revoir la fiscalité et les investissements publics pour une meilleure justice financière. C'est-à-dire que l'automobile coûte cher. On a fait le portrait aussi de tous les gens qui ont le choix, là, qui font 5 km en auto alors qu'ils pourraient faire autrement. Ces gens-là, en moyenne, c'est des ménages aisés qui ont 2 voitures et donc qui se payent un luxe, qui se payent une forme de luxe d'utiliser automobile sur le dos des finances publiques, en fait. Et donc c'est une inéquité sociale assez grande, en fait, cet usage automobile. Et donc on espère, nous, qu'avec ce travail-là, on pourra inciter à une meilleure gestion, à une gestion plus saine des finances publiques, qui soit inclusive et qui offre un choix réel. Et puis c'est un intérêt aussi collectif, c'est que demain, si on ne veut pas tous étouffer sous les feux de forêt, à un moment, il faut bien baisser les émissions de GES quelque part. Et les modes de transport, c'est quand même une grosse part des émissions de GES du Québec. Pierre-Olivier pourra en témoigner. Pour aller sur la fin de mon intervention, juste vous parler de comment on a envisagé aussi la diffusion de nos données. Et voilà, ce qu'on a voulu, en fait, ce qui n'avait pas forcément été fait dans les autres études, on s'est rendu compte quand on a voulu étudier comment s'y étaient pris les autres, que c'était assez obscur. On n'arrivait pas à recréer les méthodologies, on n'avait pas les formules de calcul, on ne savait pas précisément ce qui avait été pris en compte ou pas. Il y avait une forme de mémoire, d'oubli aussi des données. Et donc, nous, on a voulu, dès le départ, avoir la chose la plus ouverte possible pour que n'importe qui puisse s'en saisir, euh, contester nos calculs éventuellement, pourquoi pas, ou les refaire, les réactualiser plus tard, les transposer ailleurs. Donc, notre rapport complet est en ligne. Gabriel a pris soin de mettre en annexe toutes les formules de calcul. Donc, c'est un peu indigeste pour des néophytes, mais quelqu'un qui voudrait refaire les choses pourrait les refaire. On a mis aussi en ligne le tableur Excel qu'on a utilisé pour nos calculs. Donc, vous pouvez le télécharger. Et puis, si vous voulez décider que le coût de la vie, c'est pas 3 millions, c'est 2, bah, vous changez le chiffre et puis il y a tout qui se met à jour. Euh, Pareil, si les paramodales changent, on aura peut-être les résultats de la nouvelle enquête origine-destination bientôt. Et ben, on pourra mettre à jour comme ça. Les infographies sont diffusables en licence Creative Commons, donc sans aucune difficulté. Et puis aussi, un peu pour s'amuser, mais un peu aussi pour aider à la diffusion, on a fait un petit calculateur en ligne. Donc on peut personnaliser, un peu comme ce qu'on a fait par quartier là. On peut personnaliser selon son arrondissement ou sa ville, son mode de transport et la distance aller simple qu'on parcourt pour aller au travail ou sur son lieu d'études, le temps qu'on y met. Et on peut lancer le calcul, ce qui permet d'avoir le résultat un peu personnalisé de combien ça nous coûte personnellement en moyenne et puis combien ça coûte à la société de choisir ça. Et donc, je sais que pas mal de gens se sont amusés, d'après les données du serveur qui héberge le calculateur, à aller faire ce genre de choses. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense que Gabriel a encore, la présentation a encore frisé. Ouais, Et donc, si vous avez c'est des bon. questions, eh ben, on va tenter d'y répondre maintenant, Oui, dans la mesure fait du que possible. j'ai commencé un peu à répondre aux questions, là, mais je crois que on Oui, peut. bah, Muriel aussi avait répondu de manière très efficace. Je vous félicite. Merci beaucoup pour votre présentation, super intéressante. Euh,
Je propose de vous lire les questions. Je vais y aller avec celles qui sont posées par des gens qui ont inscrit leur nom et non pas des personnes anonymes. On va commencer par Yann Turgeon, qui voudrait en savoir un peu plus sur le détail dont vous avez calculé le coût de la congestion. Et en fait, il y a une deuxième question de Pierre Baillargeon sur ça. Je vais les mettre ensemble. Ah non, en fait, je ne vais pas les mettre ensemble parce que c'est un petit peu différent. Mais comment est-ce que vous avez calculé le coût de la congestion? Mais c'était vraiment qu'est-ce que j'avais mis dans ma diapo, là. Fait qu'on a pris le temps supplémentaire dans la congestion, fait que le coût du temps, fait que c'était le même calcul que j'avais déjà pris en considération pour le coût du temps normal. Fait que le coût supplémentaire, l'utilisation supplémentaire du fait que t'es 8 minutes de plus dans le trafic et aussi les GS supplémentaires. Fait que c'était vraiment tous les coûts supplémentaires, euh, mais c'est la même façon de calculer que précédemment. Fait que, tu sais, puis la partie congestion, ben, ça vient en fait, on a pris l'API de Google pour calculer la distance, puis c'est comme un lundi matin, on a calculé toutes les distances à 8h30 du matin, origine-destination, puis on a fait les moyennes du temps supplémentaire, en fait, du temps dans la congestion. La question un peu reliée de Pierre Baillargeon, qui n'est pas tant sur le coût de la congestion, mais sur l'évaluation monétaire du temps. Le Mhm. coût du temps du citoyen peut être évalué à 28 dollars et lui, il évoque, Pierre Baillargeon développe une étude sur un pont qui avait été bâti à côté d'un pont gratuit et pour économiser les 2 dollars du pont payant, les gens étaient prêts à attendre 1 heure dans la congestion. Ce qui voudrait donc Ouais. indiquerait on n'a peut-être pas la même évaluation. Euh, donc, qu'est-ce que Ouais, c'est ça. vous... C'est pour ça. Moi, en fait, il y a un beau document. Je crois que je vais pouvoir le mettre dans. S'il va avoir le lien, là, mais le Victoria Transport Institute, là, ils ont vraiment des documents là, quand même très poussés là, avec toutes les études reliées aux catégories de coûts, là. Puis par rapport à ce coût-là du temps, là, ça prend en compte là, plusieurs facteurs, là. C'est pour ça que nous, on est allé avec la moyenne de 50%, là. Mais tu sais, ça pourrait être 30% pour un certain nombre de catégories de personnes ou 80 pour un autre, là. Mais comme ça commençait à aller dans la complexité, là, mais ça pourrait être modifié, là. Mais aussi, on a pris aussi les suggestions là, de transport du ministère du Transport, là, que eux, quand ils font des analyses coût-bénéfice, là, c'est ça qu'ils prennent en compte. Ils prennent en compte le salaire moyen médian de la région, puis à peu près 50% là, de ce salaire-là. Je crois que je vais juste mettre en lien ce beau document-là. Puis ça met en détail qu'est-ce qui peut être pris en compte là, pour le travel time, là, qu'ils disent. Puis, en fait, toutes les études subséquentes là, par rapport à ça. Merci Gabriel. Francis Garnier pose une question, je pense qu'il a aussi été posé par quelqu'un d'autre sur le coût santé. Dans votre étude, vous avez parlé du coût du décès, de mort évitée, mais est-ce qu'on peut, ne faut-il pas voir plus large et les coûts d'hospitalisation des accidents Mhm. et même de la qualité de vie de ceux qui sont plus en forme par rapport à des gens qui ne souffrent pas de Ouais. maladies chroniques? Est-ce que c'est pris en compte ou c'est pas pris en compte? Est-ce Euh, qu'il faudrait pas donc... non, c'est ça. Fait que là, l'outil EAT là, de l'OMS, là, je pense que c'est seulement les coûts évités là, par rapport à. c'est- Tout est expliqué dans leur méthodologie, là, qu'est-ce qui est inclus dans leur calcul. Mais oui, là, comme l'Institut Pasteur aussi ont fait, là, il y a aussi un pourcentage de personnes, c'est comme euh, l'économie de maladies cardiovasculaires, là. C'est genre combien de personnes on peut éviter à avoir ces maladies-là. Mais ça, on ne l'inclut pas, là. On a vraiment été plus standard pour pas surestimer ces bénéfices-là. Parce que, ouais, c'est ça, c'est comme, puis c'est aussi, c'est un peu des bénéfices, c'est comme, c'est de très long terme, puis c'est un peu difficile de, comme, monétiser ces bénéfices-là. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec cette méthodologie-là, mais on pourrait facilement là, modifier le coût de la vie humaine, puis euh, aussi inclure d'autres trucs. Mais je crois que je l'ai mis dans un des commentaires, là, j'ai mis le lien là, pour l'étude de l'Institut Pasteur.
Alors, Muriel et Gabriel sont tellement efficaces qu'elles répondent à beaucoup de questions en parallèle par écrit. Donc, l'entièreté là, des participants au webinaire ne profite pas des réponses. Mais si vous voulez aller les lire, vous pouvez aller dans les sections des réponses, des questions auxquelles on a répondu. Il y a Jean Quentin qui pose la question, comment est-ce qu'on explique cette anomalie à la SAQ et qui, je pense que l'anomalie à laquelle il fait référence, c'est le fait que les surplus de la SAQ sont reversés aux automobilistes, alors que c'est bien connu que les automobilistes, comme vous le documentez, ne payent pas pour l'entièreté des frais de Ouais, c'est ça. la Ouais. route. Mais je pense que c'est ça. Ben, les dernières années, là, ils ont eu un gain de capital là, dans leurs investissements là, par rapport aux assurances. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de redonner une partie des coûts. Là. Mais par rapport au coût des accidents, là, fait que les coûts que le monde paye pour leurs assurances, puis qu'est-ce qui est indemnisé aux personnes, c'est à peu près correct. Là. Ça se stabilise. Mais si on prend en compte que l'indemnisation, c'est pas vraiment, ça couvre pas en fait le coût vraiment de la collision ou de l'accident, ben là, c'est sûr que c'est inégal. Là. En plus, c'est pour ça que on décrit ça un peu dans notre rapport, là, du fait que ce retour-là aux automobilistes aurait peut-être pu être investi là, dans d'autres facteurs là, comme le ralentissement de la circulation ou dans la vision zéro. Là. Oui, Comme il y sachant a- en plus, j'ajouterais Mhm. là-dessus que on le sait par des études à travers le monde, quand on apaise la circulation, quand on construit par exemple une piste cyclable, Mhm. on améliore la sécurité pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas juste la sécurité des cyclistes, on améliore la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Donc en plus, de toute façon, la promotion des modes de transport durables est une amélioration de la qualité de vie des automobilistes. Ce qui est un message parfois difficile à faire passer, mais qui est une réalité et qui se voit partout à travers le monde. Donc c'est d'autant plus étonnant que la SAQ, ça sera un moyen d'améliorer encore, de baisser les accidents à indemniser, de réinvestir ça dans la vision zéro. Ce serait tout à fait cohérent avec les objectifs de la SAQ. Mais ensuite, il y a aussi il y a il y a à la fois une vision gestionnaire qui oublie certains coûts et puis aussi une vision politique là-dessus, à mon avis. Donc, il y a une série de questions posées par des participants anonymes. La première que je vais vous poser, c'est la suivante. À l'heure actuelle, les transports en commun sont de plus en plus chers avec un service de moins en moins performant. Auriez-vous une modélisation qui permettrait d'évaluer le coût des transports en commun pour la société si on réduisait le coût pour les utilisateurs tout en améliorant l'offre? Alors, non, la réponse courte, c'est non, on ne l'a pas. La réponse plus élaborée, c'est de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on entend par de plus en plus cher? Parce qu'on le voit, c'est peut-être de plus en plus cher pour les utilisateurs, pour les finances publiques ou un coût externe. Déjà, il faut distinguer ça. Comment dire? Est-ce que c'est réellement de plus en plus cher? C'est une première chose. Ensuite, non, nous, on n'a pas la modélisation parce qu'il fallait bien qu'on définisse un périmètre à notre étude et que là, ça commençait. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de directions dans lesquelles on aurait pu partir qu'on n'a pas fait. Ce qu'on espère aussi en rendant les résultats transparents, c'est que d'autres puissent se saisir de ça et bâtir dessus. Donc oui, ce serait intéressant. Ce serait intéressant aussi pour les parts modales cyclistes de dire, ben, est-ce qu'on a des endroits quelque part où on sait que si on construit une piste cyclable ou deux, on fait augmenter de temps la part modale? Et dans ce cas-là, on fait des projections. Ben, si on augmente de temps la part modale en comptant les investissements qu'on vient de faire pour la piste cyclable, est-ce que ça change beaucoup les figures de coût générales? Donc on pourrait imaginer la même chose avec les transports collectifs. La chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui, les utilisateurs de transports collectifs, alors que les transports collectifs sont sont bénéfiques, Bénéfique. pardon, pour l'ensemble de la société québécoise, c'est les utilisateurs qui payent pour ce bénéfice collectif, beaucoup plus que pour d'autres modes de transport. C'est-à-dire que c'est bénéfique aussi pour les automobilistes, parce que plus de transport collectif, c'est moins de congestion. Donc les automobilistes qui ont des trajets plus efficaces. Donc aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'il y a un déséquilibre dans qui paye pour ce qui est le plus bénéfique collectivement. Donc, selon moi, oui, il faut investir plus dans les transports collectifs, il faut des services fiables. La demande est très élastique pour les transports collectifs. Si la qualité baisse, les gens se rabattent sur autre chose. Donc, il faut assurer un haut niveau de service pour être sûr que les gens y restent et que collectivement, on en bénéficie tous. Donc, je ne réponds pas précisément à la question, mais j'espère que dans l'Assemblée, il y a des gens qui seront capables de calculer ça et on leur donnera toute l'aide qu'ils veulent sans problème. Une Et aussi, question un peu... Ouais, Gabriel, excuse-moi, vas-y.
Ouais, puis aussi, il faut prendre en compte que, tu sais, à Montréal, là, c'est ça, le coût là, des revenus des usagers, c'est à peu près 26%, puis c'est à peu près semblable à beaucoup de villes là, en Europe, et même moins là, que certaines villes comme Madrid, que c'est 40% du revenu du budget là, qui vient des utilisateurs. Fait que, tu sais, on est comparé, bah, c'est pas si peu cher que dans d'autres régions du monde, là. C'est juste que l'efficacité est peut-être pas là à 100%. Une question encore reliée au transport en commun. Une personne qui évoque qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui prennent la voiture parce que sinon ils auraient trois changements de transport en commun avec des bus, avec des longues attentes. Et donc ça prendrait le double du temps. Est-ce que vous savez quelle proportion des automobilistes sont en fait automobilistes parce qu'ils sont découragés par les choix difficiles de transport en commun qui rallongeraient plus que le 5 minutes auquel vous avez fait référence, par exemple, dans votre transport modal? Bah, c'est tout ce qu'on n'a pas compté dans le transport modal. Il faudrait que je retrouve, j'ai plus le chiffre en tête, Fait mais que ouais, à 10 km, c'était 46% des trajets qui auraient pu changer. Fait que là, ça fait c'est ça. 54% que eux, ils ne changeraient pas. Mais aussi, ça, c'est des kilomètres c'est pour les régions, pour les distances de moins de 10 kilomètres. Puis, tu sais, il y en a peut-être qui font beaucoup plus, là, tu sais, c'est beaucoup aussi le rapport modal dans l'ouest de la ville avec beaucoup moins de transports en commun, là, ceux-là, il y en avait moins qui faisaient qui pouvaient faire ce changement-là aussi. C'est ça. Mais encore une fois, c'est une question d'offre de service. C'est-à-dire que si on crée la possibilité, cette proportion-là monte. Si on met plus de lignes, ben, d'un seul coup, les gens qui ont le choix sont plus nombreux. Donc, c'est encore une fois la question d'investir. Oui, on a l'impression que c'est plus d'argent qui sort, mais sauf que au final, ce sera en fait moins d'argent qui sortira de la richesse collective. Donc, c'est une gymnastique intellectuelle à faire et c'est vraiment une question de bonne gestion des finances publiques. Encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui avoir une bonne gestion des finances publiques si on ne favorise pas le transport collectif et les mobilités actives. Puis aussi, tu Deux peux faire autre chose quand tu es en transport en commun que derrière le volant d'un auto. Deux questions un peu plus techniques sur votre outil, votre calculateur. Est-ce que Mhm. c'est possible d'utiliser votre calculateur en décortiquant les trajets avec plusieurs modes de transport, origine, marche, trajet en bus et trajet en métro, marche, destination? Est-ce qu'on Non, peut... c'est ça. Dans toute l'étude, là, on n'a pas pris en compte l'intermodalité là, parce que, c'était le pourcentage de trajets comme ça, c'était quand même faible. Là. Fait puis ça compliquait un peu les affaires. Mais sinon, tu pourrais quand même le calculer toi-même en faisant chaque partie. Là. Mais on n'a pas pris en compte, c'est ça, l'intermodalité, là, malheureusement. Là. Mais Mais encore une fois, tout est en ligne, vous pouvez coder votre propre calculateur. Les infographies vous plaisent pas, c'est pas grave, refaites-en. Le but, c'est que chacun, je sais bien que tout le monde n'a Non, pas des talents non, mais je sais que dans la communauté adeptes de mobilité durable, certains ont les compétences. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. On mais sera pas triste si vous suivez c'est pour ça votre qu'on propre aime votre calculateur plutôt étude, que le nôtre. parce que vous avez fait le travail. Alors on est super content. Une autre c'est question sur ça. lequel Ouais. Vas-y. Ouais, vas-y. J'allais à l'autre question sur le calculateur qui fait le commentaire que la distance quand on utilise le métro pour le transport en commun, c'est pas facile de savoir la distance parce qu'avec le métro, ben c'est plus Ben, c'est difficile la à distance calculer. que Google Maps te donne. Là. Quand tu mets ton trajet dans Google Maps, il y a le temps, mais il y a aussi une distance qui est donnée. Et là, tu prends cette distance-là. C'est à peu près ça. Parce que Euh, c'est ça qui a été calculé là, quand on prenait en compte là, tous les trajets de origine-destination. Ça a été mis dans l'API de Google Maps qui calculait le temps de trajet de transport en commun et la distance. Fait que c'est vraiment pas la distance en vol d'oiseau là, ou en auto. Là. C'est vraiment la distance Très transport en bien. commun. Jean-Philippe Roy pose une question sur l'autopartage. Est-ce que les coûts privés et sociaux de l'autopartage ont fait l'objet d'une analyse, notamment afin de les distinguer de ceux de l'auto solo? Et est-ce que ça serait pertinent de regarder ça? Oui, ben, c'est ça. Il y a quelques coûts là, par rapport à l'emprise spatiale puis la distribution des coûts ont été pris en compte que c'est pas juste une personne qui est dans l'auto, là, c'est 1,2 personnes à peu près, là, ça dépend des quartiers, là, mais c'est pris en compte le covoiturage par rapport à ça. Il y a certains coûts là, que j'ai malheureusement oubliés, là, mais
Après, par la suite, là, je l'ai refaite, puis ça changeait pas grand-chose, là. Mais oui, c'est pris en compte là, le nombre de personnes dans l'auto. Puis aussi, j'ai calculé sur le côté le coût annuel d'une personne pour la communauté, par exemple. Puis c'est bien sûr moindre que l'achat d'un auto. Puis je l'ai inclus dans le Excel, là. On peut voir par arrondissement là, que quand communauté, bien sûr, est disponible, le coût annuel que ça pourrait coûter à une personne. Mais ouais, c'est inclus là, le nombre de personnes dans un auto. Et Muriel répond en ligne, mais je pense que la réponse mérite d'être mentionnée à tout le monde. Là, pour les voitures électriques, qu'en est-il des voitures électriques pour les calculs des GES, par exemple? Mais c'est sûr que ça serait moins de GES. Là, c'est sûr, ben, tu sais, ce serait moins de GES, mais les coûts, genre, là, un auto électrique coûte normalement un peu plus cher à l'achat initial. Fait que comme dans ça balancerait, mais oui, ça l'enlèverait des coûts cachés de GES qui sont inclus dans la calcul de GES, mais aussi dans la congestion. Mais tu sais, ça serait quand même plus cher que le transport en commun. Et Je crois puis que aussi, je l'avais calculé. c'est ça. Et puis nos calculs sont basés sur le parc automobile actuel, qui Mhm. inclut des véhicules électriques. Donc nos émissions de Ouais, c'est ça. GES incluent les véhicules électriques, nos dépenses incluent donc oui, si le profil du parc automobile change, le profil de coût va légèrement changer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un profil qui inclut les véhicules électriques en circulation sur nos routes avec les véhicules thermiques. De la même façon qu'on n'a pas distingué, on pourrait imaginer essayer de distinguer les VUS des compacts, des véhicules électriques. Mhm. Le problème, c'est comment avoir des données solides. On a préféré favoriser la solidité des données à la granularité. Mhm. Ensuite, il serait possible de tenter de faire plus de granularité, mais ce serait un peu moins solide à ce niveau-là. Donc, on a préféré avoir vraiment les choses sur lesquelles on savait de façon sûre. euh, et puis après, ça permet de bâtir plus solidement sur des bonnes fondations. Et ensuite, on peut essayer de faire des projections, soit d'évolution future, soit de plus de détails sur les types de véhicules. Mhm. Exactement. Dernière question, parce qu'il est midi une, on a dépassé un petit peu, mais on a tous envie de savoir, comme Lambert, Desrosiers, Godette le demande, est-ce que vous avez eu l'opportunité de présenter vos travaux à des instances politiques? Pas encore, mais on a été sollicité pour effectivement les faire une présentation à des services techniques qui voudraient bâtir des outils à partir de ça. À la ville de Montréal. Je voulais pas le dire, mais bon, voilà, on a le morceau. Très encourageant, Voilà. très encourageant. Il y a plusieurs messages qui sont pas des questions, mais simplement pour vous remercier de votre étude. Et moi-même, je vous remercie de votre présentation de votre étude, ainsi que David Benassia. Et plusieurs autres vous remercient. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il va être enregistré et il est enregistré et va être disponible sur la chaîne YouTube de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Si vous retournez au site où vous êtes inscrit pour ce webinaire, vous pourrez aussi aller au lien où vous trouverez l'étude et les outils que Muriel, Gabriel ont développés avec David Benassia. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Muriel. Euh, Merci à tout le monde et à une prochaine fois. On se revoit. Merci Au beaucoup. revoir. Bye bye.